Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Dans l'actualité nationale, le port Labour Supplier forme la nouvelle génération de professionnels. Aux nouvelles mondiales à présent, plus de 400 000 Palestiniens piégés dans un conflit sans fin dans la bande de Gaza. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Hier, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence, M. Mostafa Mohamed Mahamoud, a inauguré avec fierté les nouvelles salles intelligentes au centre de formation et d'enseignement des enseignants du fondamental Omar Guel Ahmed. Cet événement s'est tenu en présence d'une délégation prestigieuse comprenant le secrétaire général de la primature, M. Neguib Abdallah Kamil, ainsi que le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, et la directrice générale du CFF, Mme Aïcha Farah. Étaient également présents de nombreux hauts cadres du MENFOP et le personnel du centre témoignant de l'importance de cette initiative. Les nouvelles salles sont dotées de dernières technologies interactives et pédagogiques conçues pour transformer l'expérience d'enseignement et d'apprentissage. Parmi les fonctionnalités innovantes, on trouve un système de suivi automatique des intervenants, l'enregistrement vidéo de cours et des outils de collaboration à distance. De plus, le zoom automatique et les ajustements adaptifs permettent de personnaliser l'enseignement en fonction des besoins spécifiques de chaque enseignant et étudiant. Ces améliorations visent non seulement à moderniser les méthodes pédagogiques, mais aussi à créer un environnement d'apprentissage dynamique et engageant. Cet avancement technologique s'inscrit dans une vision plus large de réforme éducative, soulignant l'importance d'intégrer des outils numériques dans le cadre scolaire. En effet, cette initiative représente une étape cruciale vers un enseignement moderne capable de répondre aux défis contemporains et d'adapter les pratiques en exigeant des apprenants d'aujourd'hui. Grâce à ces innovations, le CFF s'affirme comme un pionnier dans la mise en œuvre de solutions éducatives avancées, promouvant ainsi un cadre propice à l'échange de savoir et de l'épanouissement intellectuel de tous. En conclusion, cette inauguration marque non seulement une avancée significative pour le MENFOP, mais également un engagement fort du gouvernement à investir dans l'éducation et en veillant à ce que chaque étudiant puisse bénéficier des meilleures conditions d'apprentissage. On écoute à présent les propos de la directrice du CFF, Aïcha Farah. Toujours dans le cadre de la qualité, nous avons procédé ici en présence du ministre de l'Éducation nationale et du secrétaire général de la primature à l'inauguration de 2 salles que nous avons intitulées salles Smart techno-pédagogiques. Tout est dans la déclinaison de ce terme-là. Ces 2 salles sont vraiment, et je pèse mes mots, des vrais bijoux en matière de technologie et vont nous permettre d'améliorer nos formations, mais également aussi l'analyse des pratiques professionnelles qui nous sont chères, car nos enseignants vont bénéficier de formations de qualité, avec des outils de qualité, et nous permettront aussi en termes de couverture, de pouvoir faire bénéficier à des enseignants, des chefs d'établissement, des conseillers pédagogiques qui ne sont pas forcément dans la capitale, des mêmes formations que ceux de la capitale. Et donc, en plus, cet outil est un outil qui va nous permettre de faire interagir les différents acteurs sur les mêmes problématiques qui les concernent. Le micro-enseignement rentre en ligne de compte aussi pour l'utilisation de ces 2 salles, parce que dans un premier temps, nous avions pensé à cela. Pouvoir monter des séances de formation, des séances enseignement-apprentissage et en faire bénéficier un grand maximum. Aujourd'hui, nous pouvons toucher un grand nombre d'enseignants, de conseillers pédagogiques, de chefs d'établissement, en leur faisant suivre des formations à distance ou in situ, avec des échanges in situ, des échanges sur la plateforme, des espaces dédiés au forum. Avec cet outil-là, nous sommes convaincus que nous avons élargi notre champ d'action en matière de formation, en matière d'amélioration des enseignements, apprentissages, et la recherche de la qualité va y être, nous l'espérons.
Actualité mentionnée dans les titres, le ministère du Travail, en collaboration avec le Centre des ressources et des compétences, a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise des certificats à la première cohorte des jeunes ayant terminé leur formation de grutier. Cet événement symbolise une avancée majeure dans le renforcement des compétences locales dans le secteur portuaire, un pilier stratégique pour l'économie nationale. Cette formation spécialisée qui s'est étalée sur plusieurs mois a permis à une trentaine de jeunes de se former au métier de grutier portuaire, une fonction essentielle pour assurer l'efficacité des opérations logistiques dans nos ports. Cette cérémonie riche en couleurs a vu la présence de monsieur du ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, du ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dawali, le directeur de PLS, Omar Ali Mohamed Kako, ainsi que de plusieurs représentants de haut niveau, notamment ceux de la Banque mondiale et de l'USAID. C'est conclu par la remise des certificats aux récipiendaires. Les diplômés ont acquis des compétences techniques avancées, notamment dans la manipulation des grues et des équipements portuaires de pointe, le tout dans un cadre strict en termes de sécurité et de précision. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'emploi jeunes financé par l'USAID et mis en œuvre par l'Education Development Center, EDC, avec le soutien du projet Skills de la Banque mondiale. Cette initiative marque le début d'une série de formations destinées à former une centaine de jeunes visant à améliorer leur employabilité et à offrir des solutions concrètes face aux défis du chômage. Le port Labor Supply a mis en place une politique axée sur la formation des travailleurs portuaires, renforçant ainsi les compétences locales pour répondre aux besoins croissants du secteur et assurer un développement durable. De jeunes, l'accent est mis particulièrement, bien entendu, sur la qualification des ressources humaines. C'est un facteur essentiel pour atteindre un haut niveau de compétitivité et favoriser l'emploi. Les formations qu'on cible ici au Centre de ressources et de compétences sont principalement des formations qualifiantes, plus courtes que des formations diplômantes, avec un focus sur l'apprentissage en alternance. Les jeunes doivent développer les compétences qui puissent répondre aux besoins des professionnels du secteur du transport, de la logistique et de la manutention portière. C'est la raison pour laquelle les centres se concentrent très souvent à un apprentissage sur le milieu professionnel. Écoutons à présent un extrait des interventions des représentants respectifs de l'USAID et de la Banque mondiale. Ces moments marquent non seulement la fin de leur programme de formation, mais aussi le début de nouvelles opportunités pour chaque diplômé. Au cours des 3 derniers mois, ces jeunes se sont consacrés en formation rigoureuse, combinant une expérience pratique et une formation théorique au CRC et au port. Ils possèdent désormais les compétences nécessaires pour prospérer dans le secteur portuaire, un secteur stratégique pour l'économie djiboutienne. Les diplômés d'aujourd'hui représentent la première étape vers la réalisation de ces objectifs capitaux. Ils ont acquis des compétences techniques ainsi qu'une expérience pratique et concrète, essentielle pour réussir sur le marché du travail. Cette formation pratique est une garantie détaillée pour les futurs employeurs quant à l'aptitude et à la préparation de ces jeunes aux normes de... Donc je me réjouis d'être parmi vous ce matin dans le cadre de la remise des certificats de fin de formation aux jeunes grutiers de la première cohorte et le lancement de la formation des futurs grutiers de la deuxième cohorte. Félicitations à vous diplômés qui avez étudié pendant de longs mois pour atteindre aujourd'hui ce moment important. Ceci est le fruit d'une forte collaboration établie entre plusieurs entités ministérielles, notamment le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, renforçant ainsi l'appui du groupe de la Banque mondiale au gouvernement pour offrir aux jeunes des compétences professionnelles adaptées mais surtout employables. Une très belle collaboration également de partenariat stratégique avec l'USAID, cofinancier de cette initiative, à travers l'agence d'exécution, donc EDC. Donc remerciements encore à toute l'équipe. Une belle collaboration également avec le Port Labor Supplier et le Centre de ressources et de compétences. Ce matin, en remettant les certificats à vous, jeunes grutiers, un accent particulier est mis sur la préparation des nouvelles générations pour répondre aux besoins croissants du port.
Les programmes dont vous avez bénéficié incluent donc des sessions théoriques, des simulations. Donc en montant ici, nous sommes passés dans la salle des simulations et donc j'étais impressionnée de voir ces machines qui vous permettent de simuler comme si vous étiez sur le terrain, ainsi que des formations pratiques sur les techniques de levage, la sécurité, l'intégration des nouvelles technologies dans les métiers portuaires. Toujours dans les interventions, nous allons écouter à présent le président du Chambre du commerce, M. Youssouf Moussadawale. Djibouti est un carrefour stratégique pour le commerce maritime. Le port de Djibouti joue un rôle crucial dans les transits de marchandises dans la région. Et l'expertise que vous retenez de cette formation permettra au développement et au rayonnement de nos ports respectifs. Financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet Skill réalisé en étroite collaboration avec le ministère du Travail, l'Education Development Center de l'USAID, le CRC a dispensé une formation dont l'objectif est de permettre aux stagiaires de disposer des compétences nécessaires à la conduite de toute sécurité des grues portuaires. Je tiens à vous féliciter d'avance et féliciter surtout les formateurs, les experts qui ont rendu cette formation possible. L'expertise donnée au sein de ce centre permettra aussi à renouveler cette nouvelle génération. J'encourage donc cette voie d'apprentissage et de perfectionnement soutenue par les bailleurs tels que la Banque mondiale et l'USAID de poursuivre le chemin de cette mission avec justement ces centres de ressources et de compétences qui est aux normes internationales et que nous souhaitions encore développer davantage pour des formations qui sont dans ce secteur. Le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, a quant à lui indiqué que les diplômés de cette première cohorte sont désormais prêts à intégrer le marché du travail. Cette formation constitue la première cohorte d'une série de sessions destinées à former une centaine de jeunes. Elle fait partie intégrante du projet Emploi Jeunes, un programme clé financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID et mise en œuvre par l'Éducation Développement Centre IDC et également avec la participation financière de la Banque mondiale que je remercie solennellement ici. Ce projet a pour objectif de répondre aux défis du chômage des jeunes en leur offrant des compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins du marché. Chers récipiendaires, en réservant aujourd'hui vos certificats, vous devenez un acteur majeur du système portuaire. Vous avez acquis les compétences techniques de pointe pour manier des équipements sophistiqués dans un environnement qui exige rigueur, précision et réactivité. Votre formation ne se limite pas par la maîtrise des grues, elle intègre aussi une profonde connaissance des règles de sécurité, un aspect crucial dans un secteur où chaque manœuvre doit être parfaitement exécutée. Ce programme s'inscrit dans notre volonté d'adapter les compétences de nos jeunes aux besoins réels des marchés, notamment dans les secteurs stratégiques comme celui des ports. Nous savons que l'expertise locale, auquel je félicite Monsieur le Président de la Chambre de commerce pour cette performance que vous avez mise en œuvre et que nous avons été témoins ce matin. Nous avons aujourd'hui la chance de disposer d'un centre de formation aux métiers portuaires équipé de la haute technologie. Ce centre, véritable pilier de notre stratégie au développement des compétences, est un moteur clé pour l'avenir de nos secteurs maritimes et logistiques. On écoute à présent le directeur général de l'ANEFIP, M. Mahmoud. Donc voilà, aujourd'hui, on est au centre du CRC. C'est le centre de formation en logistique et transport. Ce centre aujourd'hui a formé 27 jeunes. Ces jeunes ont eu une formation de trouillis. Donc ces jeunes-là ont aujourd'hui trouvé du travail. PLS les a recrutés, 27 jeunes. Une formation en compétences de base qui a été appuyée par l'USAID.
La formation pratique également qui a été appuyée par le port en collaboration avec PLS. Nous remercions la Banque mondiale, nous remercions l'USAID, nous remercions le ministère du Travail qui a été le lead de ce projet. À nos services, l'ANEFIP, dont nous représentons, l'ANEFIP a également contribué à la sélection de ces jeunes-là. Elle a également contribué à la mise en place du curricula de formation avec le CRC. L'ANEFIP a également contribué à la mise en place de la formation pratique, théorique. Et la formation pratique d'élévateur se faisait au port. Donc le ministère du Travail, à travers l'ANEFIP, se démêle pour approfondir l'employabilité des jeunes. Ce n'est pas le seul projet. Ce projet continuera. Il continuera également à la formation de beaucoup plus d'autres jeunes qui seront dans le port de Djibouti, de Tadjoura. Également, il y a d'autres compétences qu'on est en train de développer, les panneaux solaires. C'est très important. Il y aura une formation de panneaux solaires de 60 jeunes qui vont être formés en panneaux solaires, l'installation, l'équipement et la réparation. Autre actualité de ce journal, hier, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu à Djibouti International Tower une délégation de la Facilité européenne pour la paix. La délégation a été conduite par M. Christian Spodarik, chef de la section politique, presse et information, ainsi que chef adjoint de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, accompagné par Mme Nathalie Arraz, chef adjoint de la division PCM 4, et de M. Cyril Brett, conseiller militaire de la division PCM 4. La réunion a porté sur plusieurs sujets importants, le premier étant un potentiel partenariat axé sur la protection de l'environnement en raison de la crise actuelle dans la mer Rouge et à Bab el-Mandeb. M. Aboubakar Omar Hadi a souligné la nécessité de lutter contre la pollution de l'eau, notamment les marées noires. Il a insisté sur le risque immédiat que ces déversements représentent pour les écosystèmes marins et a souligné également l'urgence de protéger la biodiversité locale, incluant tant la faune que la flore marine. Des efforts coordonnés sont essentiels pour atténuer les dommages environnementaux à long terme et préserver le littoral de la région. Un autre point clé de la discussion fut le rôle de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti dans la mise à disposition des services maritimes garantissant le libre circulation des navires et le flux de commerce international via la mer Rouge et le Bab el-Mandeb. Un troisième axe de collaboration portait sur le développement d'installations de réception des déchets de navires dans le port de Djibouti. Cette initiative permettra d'améliorer la durabilité des opérations maritimes et d'assurer le respect des normes environnementales internationales, soutenant ainsi la protection de l'environnement marin. D'autres sujets abordés par le président de l'autorité des ports et des zones franches lors de cette réunion incluaient les projets présentés de la Commission européenne lors de sa visite officielle en Belgique en mai dernier. Actuellement, 10 PME européennes opèrent dans les zones franches de Djibouti provenant des pays tels que la France, l'Italie, les Pays-Bas, Malte, la Belgique, le Finlande, la Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède. La société Amoita, première marque djiboutienne, a officiellement signé une convention de partenariat avec SOS Village d'enfants Djibouti, renforçant ainsi son engagement en faveur des enfants et des familles en situation de vulnérabilité. Dans le cadre de cet accord, Amoita Sarl offrira un soutien sous forme de dons visant à accompagner les actions sociales et éducatives de l'organisation SOS Village d'enfants. Ce partenariat s'inscrit dans la volonté d'Amoita de contribuer activement au développement social et à l'amélioration des conditions de vie des enfants et à leur bien-être à Djibouti. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans les efforts conjoints entre les deux entreprises pour bâtir une société plus solidaire et inclusive. Elle s'inscrit également dans une démarche de responsabilité sociale de l'entreprise en contribuant activement à des projets qui visent le bien-être collectif pour une enfance réussie. L'événement a vu la participation des responsables des sociétés privées avec notamment la présence du directeur général du Fonds souverain de Djibouti, M. Aslim. Pionnière dans la production des kits d'hygiène pour les enfants, mais aussi pour les femmes. Pionnière entreprise qui s'est lancée au niveau national depuis plus maintenant de, je dirais, 5 ans, à travailler, à montrer la valeur d'entreprise nationale créée par cette entreprise-là. Ça fait depuis 5 ans qu'on suit cette entreprise, mais aussi ça fait depuis 1 an et demi que nous travaillons étant que SOS Village d'enfants, à pouvoir concrétiser ce genre de partenariat qui est une première chez nous aujourd'hui,
Elle est une première, pourquoi? Parce que l'organisation SOS Village d'enfants, comme vous le savez, aide les besoins les plus importants des enfants qui sont en stress, à savoir des enfants abandonnés, des enfants orphelins, mais des enfants dans la rue, des enfants migrants, des enfants travailleurs. Comme étant une mission importante de notre ONG, nous avons eu l'immense plaisir et joie de rencontrer M. Dato, qui est à la tête de cette entreprise de kits d'hygiène pour les enfants, qui nous a approchés à nous proposer un partenariat dans lequel l'organisation pourra bénéficier une part de son chiffre d'affaires annuellement. Et j'ose le dire aujourd'hui que c'est vraiment noble de la part de cette entreprise de faire cette action sociale concrète. Et c'est un appel assez fort et puissant pour aussi appeler d'autres directeurs des entreprises privées à venir rejoindre. Monsieur Dato, qui est le gérant d'Amoïta, s'est déclaré réjoui de cette convention de partenariat. Aujourd'hui, nous célébrons la signature d'un partenariat crucial avec SOS Village, une première dans notre pays. Ces partenariats reflètent non seulement notre engagement à offrir des produits hygiène de qualité, mais aussi notre volonté de contribuer à une noble cause. Chaque famille qui achète les couches Amoïta contribue directement au bien-être des orphelins pris en charge par SOS Village. Et une partie de nos ventes sera ainsi reversée en leur faveur pour leur permettre d'accéder à une vie meilleure et plus sereine. Pour nous, ce partenariat n'est pas qu'une simple initiative d'entreprise. C'est une conviction profonde dans la mesure où, malgré notre jeune âge et tous les défis et obstacles que nous rencontrons chaque jour pour mener à bien-être notre mission, elle correspond à notre but et objectif initial, celle qui est d'offrir par tous les moyens possibles à notre humble niveau le meilleur à nos bébés. Depuis notre création, Amoïta reflète la diversité et l'unité de notre société. Nous croyons que chaque enfant, peu importe ses origines, mérite les meilleurs. C'est bon. Ces partenariats renforcent cette conviction et je le répète, chaque couche vendue est un espoir pour un orphelin. Je tiens à remercier chaleureusement Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le président de la République de Djibouti, pour son soutien indéfectible à l'entrepreneuriat des jeunes, grâce à sa vision et son engagement pour l'innovation et la responsabilité sociale. Des entreprises comme Amoïta peuvent voir le jour et prospérer. Même vision que nous avons franchi une nouvelle étape. Sport à présent, une délégation djiboutienne composée de Mme Rokhaya Hassan Cher, directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, du lieutenant-colonel Mme Amina Mohamed Moussa, vice-président de la Fédération de football djiboutienne, et de Barkhad Ismail Abadid, chef de service création numérique, ont participé à la réunion des experts des îles pays de la CGSOI qui s'est tenue du 7 au 9 octobre 2024 aux Seychelles. Cette rencontre revêt une importance particulière car elle permet d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs des 13e Jeux de la CGSOI et de réviser le règlement de fonctionnement de l'organisation. La tenue de cette réunion est également l'occasion d'examiner et de proposer des améliorations en texte qui régissent le fonctionnement de la CGSOI dans le but de renforcer la coopération entre les îles États membres et de promouvoir le développement des activités des jeunes et du sport dans cette région. La participation des Djibouti à cette réunion témoigne de l'engagement du ministère de la Jeunesse et de la Culture envers le développement des activités des jeunes dans notre pays et dans la région de l'océan Indien. Les 13e Jeux de la CGSOI qui auront lieu en juillet-août 2025 seront comme toujours un événement mémorable et l'occasion de mettre en valeur le talent et la passion de nos jeunes dans les fair play et la camaraderie. Les échanges et les résolutions des experts de tous les pays membres concernant les documents stratégiques et la programmation des activités 2025 de la CGSOI seront soumis à l'approbation des ministres lors de la réunion ministérielle du 10 octobre 2024. Rappelons que la CGSOI demeure une plateforme essentielle pour les pays de la région de l'océan Indien, favorisant l'échange culturel et le renforcement des liens d'amitié. Sport toujours, le
club de judo de Ben El Djelid a officiellement lancé hier sa saison sportive dans une ambiance empreinte de convivialité et de passion. Un événement tant attendu a réuni non seulement les jeunes judokas de différentes catégories, mais aussi plusieurs invités d'honneur, notamment les responsables de la Fédération djiboutienne de judo ainsi que son président, M. Faisal Abdurrahman, en présence des parents des jeunes athlètes. La cérémonie d'ouverture a débuté avec une démonstration impressionnante de la discipline par les jeunes judokas, illustrant les compétences techniques et la rigueur inculquée au sein du club. Les parents venus en grand nombre pour soutenir leurs enfants ont exprimé leur fierté de voir leurs jeunes progresser. Dans son discours, M. Faisal Abdurrahman, président de la Fédération djiboutienne de judo, a souligné l'importance de cette nouvelle saison pour les jeunes judokas. Il a rappelé que l'été écoulé avait été particulièrement riche en activités sportives, avec un accent mis sur la vulgarisation du judo à travers les 5 régions de l'intérieur du pays. Cet été, a-t-il dit, nos judokas ont voyagé à travers les régions de l'intérieur pour partager leur passion et sensibiliser les jeunes à ces disciplines. La Fédération djiboutienne de judo, sous l'impulsion de son président, poursuit un objectif ambitieux, installer des clubs de judo dans les 5 régions de l'intérieur. Ce projet vise à offrir aux jeunes des zones rurales les mêmes opportunités que celles disponibles dans la capitale afin de démocratiser l'accès à cette discipline. Pendant presque 30 jours qu'on a commencé. Comme vous voyez, beaucoup des enfants, des jeunes et des adultes qui sont là. Comme on dit, le judo c'est l'école de la vie. Donc on leur apprend déjà ce qu'est la vie, à respecter le code moral du judo et à faire des techniques pour se défendre, oui, pour devenir des champions sûrs. Donc nous essayons de faire de notre mieux. Nous sommes sur une phase cruciale qui est une phase de vulgarisation du judo sur tout le territoire, l'étendue du territoire national. Pendant tout l'été, on a sillonné toute la République de Djibouti du nord au sud. Et nous comptons, Inch'Allah, avec le soutien du secrétaire d'État, d'entamer la deuxième phase très prochainement, qui sera l'installation des clubs dans le district en premier, après dans les chefs-lieux. Je remercie infiniment donc tous ceux qui nous aident de loin et de près, les parents qui font de leur mieux pour ramener leurs enfants, et tous les jeunes entraîneurs qui sont là, à soutenir et à faire partager leurs connaissances. Merci beaucoup. Direction Obok, où mardi, la représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, Mme Béat Dastel, a effectué une visite de travail dans la ville d'Obok. Accompagnée de son équipe, elle a rendu une visite de courtoisie au préfet de la région, M. Moussa Aden Migane. Les discussions ont porté, entre autres, sur les programmes de l'UNICEF dans le domaine de la santé, notamment la lutte contre les mutilations génitales féminines et la malnutrition. Ensuite, le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ahmed Smaïl, a reçu la représentante de l'UNICEF dans son bureau, avant une réunion de travail qui s'est tenue dans la salle de conférence. Parmi les participants figuraient M. Mohamed Awad Mohamed, adjoint au préfet, le secrétaire général du conseil régional, des élus, mais aussi des cadres locaux. Les discussions ont mis en avant les réalisations du conseil régional conformément au plan de travail annuel récemment renouvelé. Les autorités de la région et Mme Dastel se sont réjouies du succès obtenu de la lutte contre les MGF et la malnutrition. Grâce à ce partenariat, le village d'Andoli a bénéficié d'une adduction d'eau potable. Toujours à Obok, le président du conseil régional accompagné du sous-préfet de la localité d'Alaïli Dada, M. Mohamed Ali Omar, a visité les villages éloignés de Dadato et Alaïlou. Madame la représentante de l'UNICEF à Djibouti, sur invitation du président du conseil régional, a également pris part à cette mission. À Dadato, la délégation a été accueillie chaleureusement par la communauté. Le service régional de l'éducation d'Obok, représenté par M. Abdelkader Ahmed et son équipe, était également présent. La mission a visité l'école et a participé à une rencontre communautaire où la nécessité d'agrandir l'école, de construire un dortoir et d'assurer une adduction d'eau a été soulevée par les habitants. Dans cette même journée, la délégation s'est rendue à Alaïli Dada pour une rencontre avec la communauté de cette sous-préfecture. Ici, il a été question de doter l'école d'un dortoir également, étant donné le grand nombre d'élèves provenant des campements environnants, de l'importance d'une adduction d'eau et de la possibilité d'ouvrir une école fondamentale pour la prochaine rentrée scolaire.
Ici, en suivant l'invitation du président du conseil régional d'Obok et aussi le préfet, le sous-préfet, l'inspecteur et le chef de village ici à Dadato. On est vraiment ravis d'être à côté de ce projet phare dans des zones éloignées. On a vu des structures d'éducation, on a vu des structures de l'eau, l'assainissement, hygiène. Aussi, on a parlé beaucoup de la protection de l'enfant. On a vu que la communauté a avancé bien dans la lutte contre les MGF. On a aussi parlé bien sûr de la santé, surtout de la santé mère-enfant et aussi le dépistage parmi les enfants pour la malnutrition. Je voudrais féliciter les autorités vraiment pour leur travail et vous assurer que l'UNICEF reste à vos côtés pour le support et je suis fière de notre collaboration très très forte. Dans une réaction, le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamed Smaïl, a remercié la représentante de l'UNICEF pour sa visite dans cette localité éloignée. L'objectif du conseil régional, c'est de se rendre de temps en temps dans une localité donc éloignée. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Dadato, dans une localité qui est située pratiquement à 150 km par la côte. Nous avons donc visité Dadato et Alendada. À Dadato, nous avons vu l'école, l'état de l'école. C'est une école qui a été construite il y a 6 ans par la communauté. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que le ministère a pris une initiative rapide de réhabiliter les salles de classe qui ont été endommagées par les vents récents, les vents violents récents. Nous avons également écouté la communauté. La communauté nous a beaucoup parlé. La communauté, même si la source d'eau est disponible ici, la communauté demande qu'il y ait une addiction d'eau. C'est un domaine sur lequel déjà le conseil régional travaille et travaillera en étroite collaboration avec l'UNICEF. Nous avons également parlé des MGF, nous avons également parlé de la malnutrition. Et vous savez, quand on a ouvert l'école ici il y a 6 ans, l'effectif était énorme. Aujourd'hui, l'effectif est en baisse parce que il faut qu'on pense à mettre en place ici un dortoir. C'est la volonté de la communauté. Ils veulent également qu'on renforce les structures hospitalières de la Lindada pour que l'évacuation ne se fasse pas sur Obok. Ce sont les éléments qui ont été évoqués. Et à la Lindada, c'est l'appui aux jardins scolaires, l'appui justement aux initiatives communautaires qui est très intéressant. Le conseil régional, grâce à son PDR, veut beaucoup travailler sur les communautés éloignées. Je voudrais ici remercier les sous-préfets qui représentent le préfet de la région. Je remercie également l'inspecteur de l'éducation par intérim. Je remercie également Mme Béat de l'UNICEF et son équipe qui ont bien voulu répondre à mon invitation, qui ont tenu à nous accompagner jusqu'à ici, à 150 km du chef-lieu. Fait divers de ce journal, le 6 octobre 2024, la brigade d'Anguela a mené une opération ciblée suite à une enquête approfondie sur un vol de téléphone impliquant un délinquant notoire. Cette action a abouti à la saisie de 46 smartphones ainsi que d'autres téléphones en pièces détachées. Les investigations suggèrent que le démontage de ces appareils avait pour but de revendre les pièces individuellement, rendant ainsi les téléphones intraçables et compliquant les efforts pour retrouver leur propriétaire d'origine. Au cours des investigations techniques sur le téléphone du suspect principal, des conversations incriminantes ont été découvertes, révélant l'existence d'un réseau de revente transfrontalier. En outre, 3 ordinateurs portables ont également été découverts et saisis sur les lieux de l'opération. À l'issue de l'enquête diligentée, l'auteur principal ainsi que le receleur présumé ont été traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Pour plus de détails, nous allons écouter le capitaine Ahmed Nour Hassan Abdullahi. 10 octobre 2024, à 16h, les gendarmes de la brigade d'Anguela ont procédé à l'interpellation d'un individu ayant dérobé un téléphone portable dans un point de vente. Lors des investigations confrontées aux images enregistrées par des caméras de surveillance, le suspect passe aux aveux et coopère avec les gendarmes pour signaler la position exacte du receleur. C'est ainsi que la personne soupçonnée conduit les enquêteurs au local de l'acheteur situé au quartier 1
À l'issue de l'interpellation du receleur, les enquêteurs procèdent dans la foulée à une perquisition au dit local. En effet, cette opération a permis la découverte d'une cinquantaine de téléphones portables et 3 ordinateurs provenant des vols, lesquels étaient partiellement démontés. Les receleurs de profession réparateurs des appareils électroniques vendaient des pièces essentielles, des objets volés dans les marchés locaux et les parties restantes sont acheminés à l'étranger. Il s'agit là d'un nouveau mode opératoire ne donnant aucune chance à la victime de retrouver son bien que le receleur a eu l'habilité de mettre en place. Après le dénouement de cette affaire, les 2 personnes impliquées sont traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, le directeur de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a indiqué qu'au moins 400 000 personnes sont piégées dans le nord de la bande de Gaza. Dans un communiqué publié sur X et consulté par Anna Delou, le diplomate italo-suisse a souligné que les récents ordres d'évacuation des autorités israéliennes obligent les gens à fuir encore et encore, en particulier le camp de Jabalia. Beaucoup refusent parce qu'ils savent trop bien qu'aucun endroit n'est sûr dans la bande de Gaza. Le responsable onusien a alerté en outre sur la faim qui s'étend et s'aggrave à nouveau dans ce territoire palestinien où se retrouvent assiégés plus de 2 millions de Gazaouis exposés aux affres de la guerre à outrance menée par Israël avec le soutien sans faille de Washington. La récente opération militaire de l'armée de l'État hébreu dans le nord de l'enclave palestinienne menace également la mise en œuvre de la 2e phase de la campagne de vaccination des enfants contre la poliomyélite, a-t-il déclaré. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.